Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Sénat Stream, votre rendez-vous hebdomadaire avec Public Sénat. On a le plaisir de recevoir un sénateur ou une sénatrice qui va répondre à vos questions et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Pierre-Jean Verzelen. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Très bien. Bien arrivé. Merci de l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Très content de vous accueillir. On va passer une heure ensemble. On va apprendre à vous connaître. Vous êtes sénateur de l'Aisne et vous siégez au sein du groupe Les Indépendants, République et Territoire. On en parlera tout à l'heure. Bonjour à vous, surtout si vous nous regardez. On est sur Twitch. Bonjour aussi à vous si vous nous regardez sur Public Sénat, le canal 13 de la TNT. Alors, plein de sujets que les internautes voulaient aborder avec vous parce que c'est bien eux qui m'ont fait remonter leurs questions et leurs sujets de préoccupation. On va parler de vous, on va faire votre portrait. Mais avant ça, je voudrais qu'on aborde un sujet d'actualité, si je puis dire, un sujet d'actualité un peu chaude. C'est parti pour le moment Actu. Bon alors l'actualité au Parlement cette semaine, on en parle beaucoup, c'est le vote en première lecture à l'Assemblée nationale de la fameuse loi confortant les principes républicains, la loi contre le séparatisme islamiste voulue par le président de la République dès l'automne dernier. Ça y est, l'Assemblée nationale a voté la première lecture et maintenant c'est à votre tour, vous les sénateurs. C'est quoi pour votre esprit à vous, Pierre-Jean Verzelen, dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à cette loi? Vous l'attendez de pied ferme, vous en avez pas trop envie? Vous êtes comment? Oh, mais écoutez, le gouvernement propose un projet de loi, on va le regarder. À la question, est-ce que dans certains lieux de culte, est-ce que dans certains lieux d'enseignement, est-ce que dans des lieux publics, est-ce que dans certains endroits, dans certains quartiers en France, est-ce que les principes républicains ne sont pas forcément respectés? La réponse, c'est que oui. Donc, est-ce qu'il faut une loi qui se préoccupe de ce sujet? Oui. Alors après, est-ce que la loi répond à toutes les difficultés? Sûrement pas. En tout cas, ça va plutôt dans le bon sens. Il est évident que sur ce sujet, il faut agir. Mais ces lois, ce type de loi, ça fait quand même plusieurs années que ça revient d'une manière ou d'une autre. Bah oui. Ce qu'il faut, c'est de l'appliquer. Voilà. C'est que ça devienne on a juste un problème d'application? Il y a quand même un vrai souci d'application. Entre ce qui est voté et ce qui est respecté ensuite, il y a un gap et il ne faut pas se louper de ce côté-là. Est-ce que c'est judicieux de la part du gouvernement de proposer cette loi en ce moment ? Compte tenu du contexte, c'est aussi critiqué ça du côté du gouvernement. On est en pandémie mondiale, crise économique, crise sanitaire. Il y a un certain nombre de sujets sur le tapis qui sont peut-être un peu plus urgents. Est-ce que le gouvernement a raison de s'attaquer au problème? Ou est-ce qu'il aurait pu se permettre d'attendre? Est-ce que c'est un sujet de société? Oui. Okay. C'est la pandémie, ok, d'accord. On a quand même le droit de travailler, le droit de s'occuper des sujets qui transpercent la société française. Moi, ça ne me choque pas que ce soit dans le débat aujourd'hui. Pas du tout. Ok, d'accord. Petit Caillou voulait vous poser la question, quel est votre avis sur la droitisation du débat politique en France? Est-ce que vous pensez que le gouvernement a raison de débattre avec l'extrême droite? Alors vous parlez du débat Darmanin-Le Pen? Je pense que ça fait référence au fait que le ministre de l'Intérieur débat avec la candidate du Rassemblement National en direct à la télévision à une heure de grande écoute. Vous en pensez quoi, Pierre-Jean Verzelen? Déjà, alors, pour tous ceux qui sont élus ou passionnés de politique, ce débat il a fait beaucoup parler. L'orchestre médiatique a beaucoup fait de bruit pendant quelques jours. Quand on regarde les chiffres d'audience, c'était pas terrible. Ça n'a pas passionné les foules. Moins de 2 millions de téléspectateurs, Un peu moins de 2 millions. Et moi, quand je me balade dans la rue ce week-end, j'ai personne qui m'a parlé de ce débat-là. Donc, il faut prendre ça aussi pour ce que c'est. Mais après, qu'un ministre de l'Intérieur débatte avec la présidente d'un parti qui souvent arrive en tête aux élections, il n'y a rien de choquant. C'est discutable. Jacques Chirac avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen en 2002. Il fut un temps où c'était pas acceptable. Est-ce que c'est ça qui a changé, la droitisation dont parle Petit Caillou dans sa question? Est-ce que c'est pas ça? Et qu'est-ce qu'on appelle la droitisation du débat? Le fait que le Rassemblement national est devenu un parti acceptable. La dédiabolisation de Marine Le Pen a-t-elle fonctionné? Vous avez les électeurs qui, aux élections européennes, à des élections régionales, à une élection présidentielle, placent Marine Le Pen tout en haut. C'est si on ne débattait pas avec, si on n'échangeait pas, que moi ça me choquerait. Il n'y a jamais de problème à débattre. Aucun. Ok. Pour vous, y a-t-il une pertinence à ce que, c'est Alex qui vous pose cette question, pertinence du parti Les Républicains, coincé entre La République En Marche qui se droitise et le Rassemblement National? Est-ce qu'il reste un espace politique selon vous pour la droite? La droite, alors, si on rentre dans des sujets pas très politiques, déjà sur le côté, est-ce que le Front National... qu'est-ce que le Front National incarne aujourd'hui? En clair, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, je pense qu'ils sont allés, pardon de parler comme ça, ils sont allés manger les parts de marché de la droite qui avait abandonné un certain nombre de sujets. Okay. Ensuite, Marine Le Pen,
quand elle a pris les rênes du mouvement, elle est partie sur autre chose. Elle est allée chercher les déçus de la gauche. Et elle est allée, mais manger de l'électorat à gauche. Et c'est d'ailleurs été la bouffée d'oxygène qu'elle a eue qui ont permis au Front National de faire des premiers tours, de passer de 15 à 22, 23, 24, 25. Donc ça n'est plus forcément qu'un parti d'extrême droite. Ça reste un parti extrême qui a un moment été cherché de la droite et qui, à un moment, a été chercher des électeurs de gauche. Et elle a un discours qui est extrêmement branché sur le social. Alors je ne sais pas si c'est le bon mot d'ailleurs, mais quand on écoute Marine Le Pen... d'ailleurs, elle ne parle même pas tellement à celui qui bosse. Je veux dire, celui qui est au SMIC à 1 200 €, qui se lève tous les matins, elle ne lui parle pas tellement. Elle parle plutôt à celui qui ne travaille pas, d'ailleurs. Il y a tout un... Enfin, tout ça sont des réflexions très politiques en termes de part de marché. Donc, voilà ce que représente le Front National. Sur le côté, est-ce que les Républicains ont quelque chose à jouer? Mais bien sûr que oui. Et les Républicains, comme les autres. Je veux dire, sur des sujets régaliens, sur des sujets économiques. Mais après, la politique... Et d'ailleurs, c'est l'expérience que j'en fais, elle s'incarne dans des femmes et dans des hommes. Et ce qu'il faut, c'est des leaders, des gens que les Français aient envie d'écouter et que ces gens-là tentent d'apporter des réponses. Ce que vous voulez dire, le manque de figure tutélaire du parti Les Républicains, pour le dire clairement, participe aussi de son effacement. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que s'il y avait un homme ou une femme qui représentait le parti républicain face à Emmanuel Macron, face à Marine Le Pen, alors on parlerait moins de la disparition de ce parti. Qui incarne une forme d'espoir pour la suite. Mais laissez faire les choses, la nature a horreur du vide. Donc ça arrive. Est-ce que l'islam va être un sujet central de l'élection présidentielle de 2022, selon vous? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir un débat public qui va tourner autour de ce sujet-là, plus que des autres? Non. Ça fera évidemment partie des sujets. Parce que, le sujet, c'est pas tellement l'islam en tant que tel. Le sujet, c'est la radicalisation d'une partie de la société, de mauvaises habitudes, de comportements qui ne sont pas acceptables, dont il faut s'occuper. Il y a ça, mais il y a 10 000 autres sujets. Attendez, le sujet de la reprise économique, le sujet de la France des territoires, le sujet du Covid ou de la vaccination qui sont peut-être encore là. Les sujets, ils seront multiples. Ça fera partie des sujets, bien sûr. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de la polémique autour de la ville de Trappes ces derniers jours? Est-ce qu'on est dans une hystérisation du débat qui est inutile, ou est-ce qu'au contraire c'est une réalité dont il faut parler? Il ne faut pas se voiler la face. Comment vous voyez les choses? Alors, je connais pas j'ai lu comme tout le monde quelques articles. Je connais pas le fond des choses. Qu'un enseignant, cet enseignant, il a le droit de dire ce qu'il veut. En France, on est libre. On parle comme on le souhaite. Donc, que sa liberté de parole soit respectée. Le maire de Trappes a aussi le droit de défendre sa commune, défendre ce qui s'y passe. Moi, je n'ai pas m'immiscer dans un conflit. J'ai l'impression quelque part qu'il est un peu politique localement sur des choses que je ne maîtrise pas. Mais voilà le fond. Cet enseignant a le droit de parler. Le maire a le droit de défendre sa commune. Il y a Mister Yanoche qui dit: on vous sent pas très choqué par le climat politique actuel. Non, je sais pas, vous avez un côté défaitiste. Bon, c'est comme ça. Mais c'est pas défaitiste. On fait avec la réalité. Ouais. Est-ce que c'est un sujet qui intéresse les gens? Oui. Est-ce que c'est un sujet qui existe dans la société? Oui. Donc on en parle. Et il y a justement Pac-Paca qui voulait vous poser la question, c'est en tant qu'élu d'une zone rurale, est-ce que vous vous sentez concerné par ces débats publics autour de l'islam radical, l'insécurité, tous ces sujets-là, ou est-ce que pour vous, c'est un sujet qui ne concerne que les urbains? Alors, est-ce que je suis directement touché par ce sujet? J'ai été élu local avant d'être sénateur. Est-ce que j'ai vécu des phénomènes d'insécurité? Non. Assez peu, oui. J'ai vécu des incivilités. J'ai pas vécu des phénomènes d'insécurité. Est-ce qu'on a vécu un phénomène d'islamisation ou de choses comme ça? La réalité, c'est que non. Et pourtant, les territoires comme les nôtres, eux, mettent le Front National tout en haut. Et beaucoup plus que les territoires urbains qui, eux, vivent ces mixités, qui, eux, vivent ces difficultés. Donc ça veut dire que c'est des sujets qui touchent les gens. Et c'est un paradoxe alors, ça les touche sans les toucher. Et c'est totalement un paradoxe, pour plusieurs raisons. Déjà, quand vous vivez la réalité, quand vous vivez les choses, ça se dégonfle assez naturellement. Ce qui fait monter les peurs, c'est quand vous ne connaissez pas les choses, quand vous les voyez de loin. Donc, il y a ce phénomène-là. Et deux, il y a un autre phénomène. Et ça, c'est le phénomène du déclassement d'une partie de la ruralité, qui, globalement, quand elle ouvre le journal ou qu'elle regarde la télé, n'a pas l'impression de faire partie du film. Si vous voulez, dans les banlieues, il y a des difficultés, il y a des souffrances. Je veux dire, c'est clair, on ne les conteste pas. Enfin, je ne les conteste pas. Mais par contre, on en parle.
voyez, on en parle depuis le début là. Mais oui, mais donc c'est on en parle dans l'actualité. Et donc, quelque part, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du film, ça fait partie des échanges. Le déclassement en ruralité est un sujet dont on parle peu. Donc vous avez des gens qui souffrent, qui se sentent déclassés, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de choses aussi qui vont bien, si vous voulez, mais qui se sentent déclassés et qui se disent, tiens, mais j'ouvre un journal, je ne suis pas dedans, j'ai une télé, je ne suis pas dedans, les élus, je ne suis pas tellement représenté. Pas l'impression d'être représenté, de faire partie du film. Ça explique aussi en partie le vote du Front National. Et vous savez, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution à tout, mais des fois la politique c'est juste de mettre des bons mots sur des sentiments que les gens ressentent. Et force est de constater que ça peut exister depuis de nombreuses années sur la ruralité. On en parle avec vous depuis tout à l'heure parce que le texte séparatisme va arriver au Sénat. C'est pratiquement le gouvernement qui a décidé que vous alliez en parler, vous les sénateurs. Ce texte soulève un certain nombre de sujets, des sujets tendus. On parle de l'école, on parle des associations. Est-ce que vous, en tant que sénateur, sur certains de ces sujets, vous avez l'intention de vous mobiliser ? Alors, moi, globalement, je trouve que les sujets qui sont abordés touchent quelque part au vivre ensemble. Et au fait, au sujet de qu'on doit rester dans un espace républicain, dans tout un tas de lieux qu'on partage les uns les autres. Donc je trouve que les sujets abordés sont plutôt les bons. Après, j'ai pas encore lu, je vais pas vous la faire, comme on dit. J'ai pas lu tout le texte en détail. En tout cas, l'ensemble des sujets qui sont abordés me paraissent être cohérents. Bon, on verra bien ça. Écoutez, hâte de suivre justement les débats au Sénat. Je sais qu'en tout cas, les différents groupes parlementaires commencent à s'en saisir depuis quelques jours. Et donc mais vous voyez, si je peux me permettre... Allez-y. Il y a un volet, par contre, où je pense qu'on va passer loin du tout, mais c'est un sujet qui n'est pas simple. C'est sur les réseaux sociaux. Alors, on va haine en ligne, pénaliser, on va augmenter les choses, etc. Mais dans la lutte contre le terrorisme, mais peut-être pas même jusque-là, sur des phénomènes d'islamisation des esprits de certains. Là, pour le coup, je crois que les Facebook, les Google et autres, eux, en termes d'information, de capacité à capter ce qui dérape chez quelqu'un, ils ont beaucoup à apporter en termes d'information à l'État français. Vous pensez vraiment que ce n'est pas quelque chose qui passe sous les radars, mais il n'y a pas un risque dans ce que vous dites d'avoir un contrôle étatique des contenus sur Internet ? Ça vous fait pas peur, ça ? Mais celui qui n'a rien à se reprocher, si vous voulez, je ne vois pas bien ce qu'il a à reprocher, ce qu'il pourrait craindre de quoi que ce soit. Les informations sur nos vies privées, toute personne qui utilise ces réseaux sociaux, elles les ont. De toute façon, elles ont malheureusement, oui. Je veux dire, c'est un truc de fou. Vous pensez à quelque chose, vous en parlez avec un ami, 2 jours après, vous avez la pub qui tombe. C'est vrai, les algorithmes sont totalement fous. Donc ces informations, ils les ont. Qu'ils soient contraints de transmettre là où ça peut représenter un risque pour la société, ça me paraît juste être le minimum, quand même. Eh bien, écoutez, là-dessus, en tout cas, ça suscite quelques réactions dans le chat. Apparemment, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'on a un public d'internautes qui est plutôt à cheval sur la question de la sécurité et de la protection des libertés sur Internet. Donc, l'idée qu'un sénateur dise qu'il faudrait toucher aux réseaux sociaux sur la lutte contre la radicalité, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais ces mêmes internautes, à partir du moment où ils vont se connecter à Facebook, Instagram et à Google et à ce qu'on veut, mais les informations, ces groupes-là les ont, et c'est dans les mains de groupes privés. Et que ces groupes privés. C'est pas une bonne chose. Mais alors attendez, pour le coup, je trouve qu'il faudrait qu'on aille beaucoup plus loin en termes de législation, mais là on oublie le sujet d'avant, pour savoir exactement quelles données ils possèdent sur les uns les autres, qu'est-ce qu'ils gardent, combien de temps, comment ils les effacent, et quand ils les vendent à d'autres, qu'est-ce qu'ils vendent, comment et combien. Ça, c'est un immense sujet de société. D'accord. On va parler de vous maintenant, Pierre-Jean Verzelen, on va apprendre à vous connaître, c'est le moment du portrait. Alors dites-moi un petit peu, Pierre-Jean Verzelen, alors j'ai des questions assez classiques, mais on a quand même envie de savoir quel bac vous avez fait. J'ai fait un bac ES et je l'ai loupé une fois. Sérieux ? Je suis allé à l'oral. Vous avez retapé ? Je l'ai pas eu. Ah non, c'est rattrapage ? Et je l'ai pas... Non, mais je suis allé au rattrapage, je ne l'ai pas eu au rattrapage. Ah merde. Ouais. Ça démarrait mal pour moi d'ailleurs, c'était sur le sujet de la parité. C'est pas vrai. En écho, ouais, vous avez foiré sur la parité, c'est moche ça. J'étais pas bon, ouais, j'étais pas bon. Et enfin, j'ai pas été bon pour celui qui m'a auditionné en tout cas. Et donc j'ai repassé le bac l'année d'après. Vous vouliez faire quoi plus tard ? Mais moi j'ai oscillé entre plein de métiers. Mais c'est bien ça. Dites-moi un peu alors. En étant très jeune, je voulais faire le tour du monde à la voile, je voulais être skipper. Mais en mode vraiment, c'est un truc génial, qui m'occupait beaucoup l'esprit. Okay. J'ai voulu être journaliste.
Ouais, ça arrive à des gens bien. Ça arrive à des gens bien. J'étais passionné de radio, Ok. fou de la radio Europe 1, donc je lisais les journaux le matin. En fait, c'est ce qui m'a amené à la politique. Parce Alors, que je lisais ouais. beaucoup l'actualité le matin, énormément. Et je faisais la revue de presse. Je faisais Monsieur Grossior à l'époque, qui faisait la revue de presse sur Europe 1. Et donc, j'ai voulu faire ça. Et puis, ensuite, je suis parti dans des études éco-sociaux. Je suis parti faire une école de commerce. Vous avez fait les decks, effectivement. Ce qui n'avait plus directement à voir avec l'engagement politique. Par contre, j'étais militant dans un mouvement politique. Alors, on reviendra sur votre engagement politique, mais donc vous avez fait une école de commerce. Quel souvenir est-ce que vous en gardez? Vous êtes content d'être passé par là? Vous auriez préféré faire de l'université? Ça vous correspondait? Dites-moi un peu. Vous en posez les questions. Est-ce que ça on s'adresse à un public de jeunes, il y a des étudiants. Est-ce que ça me correspondait? Je ne me suis pas épanoui. Complètement, à tout vous dire. L'enseignement était intéressant, c'était très pratico-pratique. Par contre, l'ambiance, école, ça n'a pas été trop mon truc. Alors si vraiment vous voulez qu'on rentre dans les détails de ma vie, j'étais dans l'Aisne, je suis fils d'agriculteur. J'ai énormément d'amis agriculteurs qui partaient dans une école d'agriculture à Lille. Et donc j'ai beaucoup vécu avec eux les soirées et les week-ends plutôt qu'avec les gens de mon école. Donc avec des copains en école d'agriculteur. Ok, non mais c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que vous comprenez les jeunes d'aujourd'hui, leur mal-être et leur souffrance sur un point de vue social, la précarité, mais aussi du point de vue du suivi de leurs études? Vous imaginez, vous, suivre en visio vos cours? Un petit moment peut-être, mais je comprends ce phénomène d'isolement qui, à la longue, doit être plus que pénible. J'entends que sur un plan financier, celui qui avait ses petits boulots pour financer ses études ou les à côté, il n'y a plus, et que c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, il y a des chiffres qui sont tout à fait... il y a des images qui sont inquiétantes et des chiffres qui sont tout à fait inquiétants. J'ai pas non plus envie, moi, de parler forcément de génération sacrifiée. C'est pas une génération qu'on a Vous trouvez que c'est un peu trop important comme mot? Ouais, je trouve ça important parce qu'il n'y a personne, je pense, qui fondamentalement a voulu les sacrifier. Là où j'ai un peu de mal à comprendre, c'est que les BTS pouvaient aller en études, que les prépas pouvaient s'y rendre, alors en respectant certains principes sanitaires, et qu'en université, enfin même les TD, c'était pas autorisé à une époque. Visiblement, ça s'assouplit un peu. Est-ce que vous comprenez aussi le sentiment parfois que certains jeunes expriment de ne pas être entendus ou compris par la classe politique, par leurs représentants, par les parlementaires? Cette idée qu'on parle beaucoup des EHPAD, on parle beaucoup des commerçants, on parle beaucoup de tout un tas de gens dont c'est important de parler, mais putain, les étudiants, ça arrive à la toute fin quand on se rend compte, tiens, c'est vrai qu'on n'a pas donné la parole à la ministre. Vous comprenez ça? Oui, je le comprends, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé pendant plusieurs mois. Et par contre, le fait est qu'il suffit qu'il y ait quelquefois un article, un sondage ou une image. Et là, la société médiatique s'engouffre dans le sujet. Là, depuis 3 semaines, un mois, on en parle pas mal. Le problème, c'est qu'on a effectivement très peu parlé depuis le début. Après, sur le côté, on ne se manifeste pas, on n'est pas représenté. Moi, je parle avec beaucoup de gens qui ont l'impression que les élus ne les représentent pas, qu'on a l'impression que tout le monde fait mal. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'élus, en théorie, qui se disent « je vais y aller vraiment pour essayer de rien foutre ». Je pense qu'en théorie, chacun y va en se disant « je vais essayer de faire bien ». Et à ceux qui pensent qu'ils ne sont pas représentés, on vit dans un truc formidable qui s'appelle la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des élections. C'est-à-dire que celui qui pense qu'il a un truc plus intéressant à raconter que l'autre, celui qui pense qu'il peut faire mieux, eh bien, il peut se présenter à des élections. Voilà, ça s'appelle la démocratie. C'est très bien, en termes de représentativité, on n'a pas encore trouvé mieux. Pour autant, ça reste critiqué comme mode de démocratie. Il y en a beaucoup qui trouvent que c'est pas très démocratique, que ça pourrait l'être encore mieux. Alors, sous quelle forme? Parler de la proportionnelle? Participation. Alors, la question de la proportionnelle, les modes d'élection, la question de la comptabilisation du vote blanc et la prise en compte du vote blanc et pourquoi pas un vote obligatoire, la question du tirage au sort, la Convention citoyenne pour le climat. Il y a quand même un certain nombre de sujets sur la table où la question de l'amélioration de notre système politique est portée notamment par des jeunes. Non, je parlais en termes de système de vote. Après, tout ce qui concourt à donner la parole, à écouter des citoyens. Vous voyez, sur la Convention citoyenne, au départ, de prime abord, j'écoute le principe, je me dis, à quoi ça ressemble ce truc, c'est bizarre, c'est quoi ce gadget? Pas chaud, pendant les vacances de Noël, je m'embête, je vais rencontrer 2 personnes qui habitent territorialement pas loin de là où je suis, qui ont participé à la Convention citoyenne. Quand j'écoute le fonctionnement, alors pour eux, il y a à prendre et à laisser, si vous voulez, il y a des trucs très positifs, des trucs négatifs.
Je trouve que la démarche, elle n'est pas conne, en fait. Vous êtes le seul sénateur parce que j'ai posé des questions sur la conscience citoyenne à tous les sénateurs depuis 2 ans et demi que je reçois sur ce plateau. J'ai vu de tout, des gens qui trouvent ça génial, des gens qui trouvent ça nul. J'ai jamais rencontré de sénateur qui a changé d'avis en cours de route, en se disant tiens, au début j'étais pas chaud, puis je les ai rencontrés, j'ai trouvé ça intéressant. Bah voilà, non mais c'est fait. Très intéressant. La politique, ça arrive comment dans votre vie? À quel moment? Racontez-moi. Vous avez commencé à me dire que vous regardiez, vous écoutiez les infos, la revue de presse. Comment ça arrive dans votre vie, la politique? Est-ce qu'à la maison, on en parlait déjà? Alors, parents pas militants, parents pas élus, parents politiquement, notamment un papa plutôt à droite. Il a fait la campagne de Chirac en 95, il est participé à ça. Il a fait la campagne, d'accord. Il l'a emballé, quoi. Ça lui a plu. Ça parle de politique à table? Ouais, par contre, ça parle beaucoup politique. Le matin, j'ai de la chance. Je me lève, en l'occurrence, c'était le Figaro, hein, sur la droite, il ne se refaisait pas. Mais quand même, ils étaient ouverts d'esprit parce que de temps en temps, ils achetaient Libé et Le Monde. Donc ça permettait aussi de s'ouvrir à d'autres journaux. Donc j'ai une sensibilité à ça. Et puis, après, la politique, c'est un truc de passion, quoi. Et les passions, on ne sait pas bien pourquoi ça arrive. Ça me passionnait. Je ne vais pas vous dire le cliché de quand je voyais une soirée électorale, je vibrais plus que devant une finale de Coupe du Monde, peut-être pas à ce point-là, mais n'empêche que ça me passionnait, quoi. Il n'y a pas eu un événement, il n'y a pas eu un truc parce que non, ça n'a pas été. Je sais que dans ma génération, beaucoup vous diront, quand j'ai vu Le Pen au second tour de la présidentielle, ça a été un déclencheur pour beaucoup de gens. Si je vous jouais ça, je ne vous dirais pas la vérité. Ça me passionnait déjà. J'ai pas un élément, j'ai pas un déclic. C'est pas grave. C'est quelque chose qui me fait vibrer, qui me plaît, quoi. Voilà. Alors comment ça s'est passé du coup? Vous avez fait quoi? À quel âge vous vous êtes dit tiens, vous avez poussé la porte d'un parti politique? Il y a eu une manif? Ça s'est fait comment votre entrée dans la politique? Je crois que quand j'ai 18 ans, je me rends à la permanence parlementaire à Saint-Quentin. À l'époque, c'était déjà l'UMP. Ouais. On doit être, pourtant ça coïncide, on doit être après l'élection de Chirac en 2002, ou juste avant, je ne sais plus. Et là, je suis chez les Jeunes Pop et je rencontre. Donc, qui était la section jeune du parti politique l'UMP à l'époque. Voilà, qui était un truc qui vivait bien à l'époque. Et donc, je rencontre pas mal d'autres jeunes qui sont des copains et qui sont d'ailleurs encore des copains que je vois souvent et qui sont plus forcément du tout en politique. Et donc, il y a en plus quelque chose d'amical là-dedans qui se déclenche. Et puis c'était une belle époque, alors ça dépend comment les uns les autres l'ont vécu, mais c'est l'époque à laquelle Nicolas Sarkozy, est ministre de l'Intérieur et part pour sa présidentielle. Et on était d'accord ou pas, mais il y avait une dynamique. Il y avait une dynamique impressionnante à l'époque à droite, 2006-2007. Et donc c'était très prenant. Et puis ensuite, les études, je commence à travailler dans la banque. Alors d'ailleurs, j'avais une question pour vous de la part de Petite Sab qui voulait savoir, fils d'agriculteur, vous avez fait des études supérieures, comment est-ce que vous avez financé vos études? Petit boulot? Non. Non, c'est mes parents qui payent mes études. Vous aviez la chance d'avoir des parents qui pouvaient... Ok, d'accord, tant mieux. Je fais des jobs d'été. Pour moi, mais c'est mes parents qui payent mes études. Bon. Mais c'était une question en lien avec la précarité étudiante en ce moment, c'est pour ça que la question... Ok. Donc continuez, voilà, vous êtes étudiant, vous commencez à bosser du coup après une école de commerce dans la banque. C'est ça. Rien à voir avec... Rien à voir. Ça vous a plu ou pas? Je démarre dans l'Oise, c'était plutôt intéressant, ouais. C'était auprès des entreprises. Les problématiques, les gens vus, c'était assez passionnant. Et donc je reviens... Et donc 2014, élection municipale. Et moi, 2-3 ans avant, je ne sais pas pourquoi, je m'étais fait un schéma, je vais trouver une ville un peu importante, je vais faire adjoint, tout ça. Bon, c'était un peu parti comme ça. Et puis, mais alors par contre, je revenais toujours chez mes parents le week-end. Bon, voilà. D'accord, ok. Et donc, j'ai été élu conseiller municipal à Mortier, 200 habitants, là où mes parents habitent. À côté, un chef-lieu de canton, Crécy-sur-Serre, 1500 habitants, ça peut paraître très petit, pour nous, c'est pas mal déjà. C'est là où il y a tous les services. Et donc, le maire arrête. Je le vois d'ailleurs à une réunion, bref, ça se passe pas très bien entre nous, je le connaissais pas trop. Et quelques jours après, il débarque, il dit « je vais t'installer ». Et donc, je me présente au municipal. Bon, c'était juste à côté, je connaissais un peu tout le monde, mais... Et donc là, ça s'est enchaîné, en fait, et j'ai démarré à ce moment-là. Et donc, vous êtes élu maire à seulement 30 ans? Je suis élu maire à 30 ans, oui. Et président de la communauté de communes dans la foulée. Dans la foulée. Voilà. Et puis un an après, élection départementale. C'est super jeune. Non, mais vous avez l'air de dire que ça s'est fait comme ça, c'est quand même pas rien. Vous êtes propulsé maire à 30 ans. Ça s'est passé comment alors? Vous avez découvert du coup le job d'élu local? J'ai découvert à ce moment-là. Et alors ça s'est passé comment? Ça s'est passé très bien. Déjà, bon, alors je sais qu'on aime à parler en tant que maire, les difficultés, ce qui ne va pas. Il y a quand même un côté absolument génial. Je veux dire, les gens, si vous êtes plutôt positif, plutôt dans la bonne humeur,
et que vous avez plutôt envie de résoudre des problèmes que d'en créer, les gens vous renvoient ça, et ça se passe en général très bien. Humainement, c'est top. C'est hyper enrichissant sur un plan intellectuel. Moi, je ne suis pas un très bon bricoleur. J'ai appris comment on faisait une route, combien ça coûtait, un bâtiment à faire. Après, c'est travailler avec d'autres gens. Mais on s'y fait très vite. Celui qui a envie de s'investir, c'est génial. Ouais. Et est-ce que quand vous êtes élu, donc maire, est-ce que vous avez un boulot à côté? Est-ce que vous continuez à travailler dans le privé ou est-ce que ça devient votre vie tout de suite? Je suis toujours dans la banque. Vous êtes toujours dans la banque, ok. C'est parce que c'est vrai que j'ai eu plusieurs questions comme ça d'internautes qui m'ont demandé, voilà, quand on se consacre à des mandats locaux, est-ce qu'on est obligé de quitter sa vie professionnelle? Ouais, je vais vous raconter une histoire. Alors allez-y. Ce qui n'est pas une histoire. Je travaille dans la banque. Je suis élu maire. Je suis élu président de la communauté de communes. À l'époque, je démissionne de la banque pour reprendre un cabinet d'assurance à côté, alors. Dans un groupe d'assurance. Okay. Je pars en formation 6 mois. Donc, vous arrêtez votre boulot, vous savez quel cabinet vous reprenez, chèque d'apport, tout, machin, bon. Et entre-temps, je démarre la campagne des élections départementales. Ouais. Et donc, à quelques semaines de la fin, je me suis reçu par quelques directeurs qui m'expliquent, bon, écoute, soit tu continues à faire tes claquettes sur les tables en politique, et à ce moment-là, on te rend ton chèque et tu t'en vas, soit tu continues, tu reprends le cabinet, mais tes mandats t'arrêtent. Et je prends une décision, je reprends mon chèque, je ne reprends pas l'agence et je vais aux élections. Là, ça a été un moment dans votre vie où vous avez eu le choix entre une carrière publique d'élu de la République vous, c'est ce que vous appelez un choix. Moi, c'est ce que j'appelle un non-choix. Et c'était un moment... C'était pas simple, hein, parce qu'après l'histoire, je la gagne, donc tout va bien. Si je la perds, je regrette peut-être ça pendant très longtemps. Et quand on parle du statut de l'élu, pour celui qui bosse dans le privé, c'est un problème lourd. Et en tout cas, moi, j'ai touché de près les limites de ça. Parce qu'on imagine qu'il y a tout un tas de Pierre-Jean Verzelen ailleurs en France qui ont fait un autre choix, pour des raisons différentes, voilà, qui ont dû dire, bon, bah, c'est vrai que la politique, j'adore ça, mais je ne peux pas m'asseoir sur ce boulot, sur... Peut-être. Okay. Ou alors, il faut des métiers, mais de toute façon, on le voit. Encore que la sociologie change un peu maintenant depuis quelques temps. Mais il y avait une proportion de gens qui étaient fonctionnaires, qui étaient enseignants, ou des professions libérales, des avocats, des médecins, où l'organisation de la vie permettait d'eux. D'autres profils, c'était quand même beaucoup plus rare. Hein. Bon, on a parlé de votre... Et c'est encore trop rare, d'ailleurs. C'est encore trop rare. Alors, bon, on a parlé de votre parcours de vie, de comment est-ce que vous êtes devenu élu local. J'ai aussi une question sur votre positionnement politique. Vous êtes où aujourd'hui ? Vous latéralisez sous quelle latitude politiquement ? Vous êtes toujours proche des Républicains ? Pour vous la faire simple, je suis un mec de droite qui ne croit plus tellement au fonctionnement des partis politiques tel qu'ils pratiquent aujourd'hui. Alors ça se retrouve où ? Parce que vous siégez au Sénat, vous siégez au sein d'un groupe qui s'appelle Les Indépendants, République et Territoire. Pourquoi vous ne siégez pas avec les Républicains ? Bon, déjà, pendant la campagne, je n'ai pas été chercher d'investiture. Moi, j'ai construit ma liste, je suis allé toquer à la porte de personne, ce qui vous met très à l'aise. Comme ça, personne ne vous dit non, vous faites votre truc. J'étais président des maires de l'Aisne, mais j'ai demandé le soutien d'aucun mouvement politique. Candidat indépendant, comme on dit. J'étais totalement indépendant, et donc de me retrouver dans un groupe d'indépendants, c'était pas un truc totalement illogique. Ensuite, je trouve que ces groupes à taille humaine, je veux dire, pour se former, c'est pas mal, hein, parce qu'on prend la parole revient souvent, vous intervenez sur tout un tas de sujets. Voilà, ça me paraissait cohérent avec ce qui s'était passé avec mon parcours, avec ce qui s'était passé pendant la campagne. Et je m'y éclate bien. Vous avez dit, je suis un mec de droite qui n'a plus vraiment confiance dans les partis politiques. Sur le mot droite, c'est quoi la droite pour vous ? Vous êtes où ? C'est quoi vos valeurs ? C'est quoi ce que vous défendez ? C'est quoi être de droite en 2021 ? C'est quoi être de droite ? Déjà, je crois que la droite, par rapport à la gauche, parce que c'est bien comme ça que les choses se font, hein, je sais que personne n'aime en parler, mais c'est comme ça que ça marche, enfin à la base, je trouve que la droite regarde l'être humain tel qu'il est, avec ses défauts et avec ses qualités. Et il tient compte de ce qu'est l'être humain, et à partir de ça, il essaie de bâtir une société. Je trouve qu'à gauche, il y a une forme d'angélisme, je ne sais pas si le terme est bon, mais qui consiste à penser que l'homme est bon, que l'homme est partageur, que l'homme souhaite le bien de son voisin. Mais malheureusement, on a tous un peu de ça en nous, et on n'a pas que de ça en nous non plus. Et je trouve que le regard
que la droite porte sur l'homme tient compte de la réalité de ce qu'est l'homme et que donc après c'est plus facile de réformer et d'apporter les bonnes mesures. Ensuite, c'est ce que j'appellerais l'histoire de l'entonnoir. Vous avez un principe qui consiste à dire, bon, on part avec des inégalités dans la vie, et puis au fur et à mesure du temps, voilà, l'entonnoir fait que, enfin dans ce sens-là, fait que, allez, toi on va te prendre un peu plus, on va donner un peu plus et tout ça, puis on va essayer d'équilibrer le truc. Et moi, je rêve d'une société, mais c'est un rêve, hein. Et c'est pour ça que la droite est peut-être beaucoup plus idéaliste que la gauche. Alors, dites-moi, c'est Une quoi société votre... où on travaille l'égalité des chances, c'est-à-dire l'entonnoir à l'envers. C'est-à-dire on essaie de mettre le maximum au tout début de la vie pour que chacun essaie de partir à peu près avec les mêmes chances et qu'on ne soit plus dans un phénomène de fatalisme et de renouvellement social. Voilà, moi, la société mais idéale, évidemment. Non, vous avez raison, c'était la question que je vous posais, d'accord. Donc c'est ça pour moi être de droite. C'est l'égalité des chances et c'est regarder l'homme tel qu'il est. D'accord. Est-ce que c'est pas un peu compatible avec Emmanuel Macron, ça? Alors, je ne me suis pas réellement posé la question. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas le président rêvé de la droite française, quand même? En tout cas, c'est libéral, pas européen, autoritaire, franchement. Libéral, si vous pensez que la droite est libérale, je pense que vous vous trompez un peu. D'ailleurs, tous les parcours libéraux à droite n'ont jamais été forcément très loin. Alors, et même les gens qui étaient libéraux à la base ont fini colbertistes pour aller convaincre les électeurs. Alors on pourrait phosphorer pendant une pompe sur le libéralisme. Après, on va se dire les choses. Emmanuel Macron, quand il est arrivé, sa sensibilité à l'économie, son côté, moi le président, qui est de l'autorité, machin, c'est sûr que ça a plu à une partie de la droite, c'est évident. Oui. Sur le régalien, ça s'est quand même pas mal décroché. Sur l'économie, je pense qu'il lui reste la France qui va bien. Qui va même très bien. Pour le reste, ça a été plutôt décevant. Vous pensez qu'il y a un décrochage aussi d'une partie de son électorat où Emmanuel Macron s'adresse au centre-ville des winners alors que... Non, dites-moi. Il y a ça. Il y a des fractures électorales. La fracture qu'on peut observer depuis quelques années, mais Emmanuel Macron, il en est l'incarnation ou ce qu'on veut, mais c'est le différentiel de vote entre les milieux urbains, enfin hyper urbains, et les milieux ruraux. Quand vous prenez les scores du Front National, je veux dire, vous allez de 5 à 50. Ça en dit long sur le décalage des modes de vie et la perception des choses. Vous avez donc été élu sénateur il y a assez peu de temps en réalité, c'était à l'automne dernier. Vous allez nous raconter ces premiers mois au Sénat. C'est parti pour le moment Sénat. Une question de Thomas Sino qui vous demande ce que vous pensez du non-cumul des mandats. Est-ce que ça vous manque de ne plus être maire, la proximité avec la population? Moi, je vais vous dire, le non-cumul des mandats, c'est une connerie. Ah ouais? Ouais. Alors pourquoi? Ouais. Non, mais alors, ça fait... sur le papier, c'est bien. Quand on lisait les sondages, tous les Français voulaient le mandat unique, que nos sénateurs s'occupent à plein temps de leur boulot de sénateur. Voilà. Alors, sauf que les Français, dans le même temps où ils répondaient ça, dans le même temps, réalisaient en général des gens qui cumulaient. Donc, comme on dit, il va comprendre. Oui, ils réalisent ce qu'on leur représente. Ouais, en tout cas, visiblement, les uns les autres s'y retrouvaient. Alors, évidemment qu'il y a une limite. Évidemment qu'un parlementaire ne peut pas à la fois accumuler 5-6 autres responsabilités. Par contre, le fait d'être maire d'une commune de quelques milliers d'habitants, alors il faut voir où on fixe le seuil, et peut-être selon les territoires, ça paraît quand même juste la bonne idée pour rester connecté déjà à ce qu'est l'élu. Regardez, le sénateur, il représente les élus locaux et les territoires, et il ne peut plus être élu local, maire en responsabilité. C'est un truc, il fallait y penser. Je pense que c'était quand même une bonne idée pour connecter les gens à la réalité, pour connecter les élus. D'accord. Et d'ailleurs, l'enjeu, pardon, mais l'enjeu pour les sénateurs, pour les parlementaires, quand vous êtes dans le mandat unique comme ça, c'est de rester connecté. C'est une des notions, c'est un des défis. J'ai des questions là-dessus justement. Est-ce que vous vous sentez déconnecté quand vous êtes à Paris, dans le 5e arrondissement, au Palais du Luxembourg, sous les ordres de la République? Vous vous sentez éloigné du territoire de l'Aisne, de sa réalité? Vous avez l'impression qu'il y a une déconnexion au Sénat? Ou qu'au contraire, c'est une institution peuplée d'élus locaux qui quand même ont les pieds sur terre? C'est une institution plutôt composé largement d'élus extrêmement connectés au territoire. C'est des gens qui ont eu des longs parcours d'élus locaux. Non, c'est plutôt une assemblée très connectée. Je pense que c'est moins le cas, mais c'est pas une critique, hein, c'est comme ça. Je pense que c'est moins le cas de l'Assemblée nationale, notamment sur tous ceux qui ont été élus dans la vague du président de la République. Les néo-députés. Ça peut faire souffler un vent frais qui est sympa, hein, voilà. Mais je suis moins sûr que ce soit le cas de l'Assemblée nationale. Il y a Kemar qui voulait vous demander, puisque vous êtes un relativement jeune sénateur, qu'est-ce qui vous surprend le plus dans le fonctionnement du Sénat après ces 6 premiers mois?
Alors, je vais le dire autrement. Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous vous êtes dit, je débarque dans un truc qui va sentir la naphtaline avec que des vieux et je vais pas être à ma place en tant que jeune? Moi, je me Non. dirais ça. Mais C'est vrai. bah, c'est le vrai. cliché. Non, mais c'est le cliché. Ouais, Bon, bien ça sûr. fait 2 ans que j'ai le plaisir d'interviewer des sénateurs et des sénatrices. Je me rends compte que c'est pas tout à fait vrai et que le cliché est loin d'être. Mais justement, dites-moi, vous avez été élu, vous débarquez en juillet, Et moi, en septembre dernier. Bon, Ouais. c'est Alors, comment le Sénat alors? Moi, le truc, c'est que je n'ai jamais fait d'études de droit. Ouais. Je n'ai jamais été assistant parlementaire. Donc tout le volet législatif, j'y connaissais pas énormément, quoi. Donc j'ai dû m'adapter à tout ça. Non, il n'y a rien qui m'a vraiment surpris. Mais vous savez, après, il faut voir que le Covid fait que... Alors moi, genre, tout le monde m'a dit, le restaurant du Sénat, c'est comment? C'est sympa. Vous avez toujours pas testé Moi, le j'ai vu la lumière ouverte un matin, elle était fermée le midi, je n'ai jamais... Non mais, et tous les moments de... C'est même pas de convivialité, enfin, le restaurant, c'est l'exemple, mais de convivialité qui permet de passer du temps avec les autres. Pas trop, quoi. Dès que je m'assois dans un truc, on est éloigné de 2 mètres, on a tous des masques. Donc de ce côté-là, j'ai pas encore trop pratiqué, mais j'espère que ça Le va train de aller vite. sénateur, c'est pas encore ça, mais c'est à cause du Covid. On va voir quel est le train, quelle est sa vitesse, comment on est assis, tout ça, mais ouais, j'ai pas encore trop vu. Ok, d'accord. Évidemment, j'ai plusieurs questions pour vous de la part des internautes sur la question de la ruralité. Fipolite voulait vous demander qu'est-ce que vous pensez de l'exode des urbains vers la ruralité depuis le Covid. Est-ce que vous, dans l'Aisne, vous avez vu arriver ces néo-ruraux, ces urbains qui sont venus se confiner au vert? Moi, là où j'habite, j'en ai quelques-uns, mais c'est un phénomène... Pas plus que ça. Non, c'est un phénomène limité. Je crois d'ailleurs que si on regarde, c'est plutôt la Normandie, la Bretagne, c'est plutôt ces territoires où les Parisiens sont allés à la marge. Est-ce que vous pensez que le développement... Mais c'est pas un problème, ils peuvent venir, vraiment. Il y a pas de souci. Soyez bienvenus dans l'Aisne, Il y a aucun évidemment. problème. Est-ce que vous pensez que le développement du télétravail va encourager ce retour, cet exode urbain, encore une fois? Dans les années qui viennent, vous ne pensez pas qu'on va avoir un repeuplement des zones rurales? J'en sais rien, c'est une question. J'ai pas de réponse, Ok. mais en tout cas, il est évident que le télétravail va modifier beaucoup de choses. C'est quand même probable qu'effectivement, pour bon nombre de personnes, ça change la donne. Et alors, que ce soit un exode massif, peut-être pas, mais en tout cas qu'il y ait des profils et certains métiers qui ne vivaient pas dans l'Aisne, par exemple, qui arrivent, c'est pas impossible. Ouais. Je me méfie toujours de ces moments où on dit « bam, c'est parti, il se passe ça, ça va être un mouvement de masse, on verra » quoi. Reclay voulait vous demander comment est-ce que vous concevez le fait d'apporter la ruralité au Sénat. Est-ce que vous sentez que la ruralité a sa place au Sénat ou est-ce que c'est un truc très parisiano-parisien? Alors le Sénat, si vous voulez parler de la ruralité, si vous voulez faire exister les sujets de la ruralité, c'est juste le bon endroit. Il y a d'ailleurs alors une surreprésentation du monde rural. C'est ce qui fait la spécificité du Sénat. Donc pour parler des sujets qui concernent la ruralité, le Sénat, c'est juste le bon truc. Hein. Ok. Comment est-ce que Lacadieux qui voulait vous demander comment est-ce que vous concevez le développement de la 5G en France alors que certains territoires ne sont toujours pas couverts par la fibre optique notamment? C'est quelque chose dont je parle souvent. Ben, je sais, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez beaucoup agi en tant qu'élu local pour équiper en fibre optique votre territoire. Et c'est quelque chose qui a plutôt pas mal marché. Alors, racontez-moi. D'ailleurs, si on peut parler d'un sujet technique qui, des fois, peut être... Non, mais l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, ça veut dire quoi, déjà? Ça veut dire quoi? C'est les services que vous amenez dans le territoire. C'est quoi les voies de communication? C'est quoi votre réseau téléphonique? C'est quoi votre débit Internet? C'est quoi les médecins que vous avez à côté de chez vous? Voilà, c'est ce qui fait ça, l'aménagement du territoire. Ouais. Sur l'aménagement du territoire, l'État, il y a quelques années, grand aménageur du territoire, nous dit « je vais déployer la fibre dans la France ». Donc elle se met à parler avec les grands opérateurs. La vérité, c'est qu'ils se concentrent sur des secteurs extrêmement urbains, pour des raisons qu'on peut parfaitement comprendre. Quand vous déroulez 100 mètres de câble dans le 5e arrondissement, vous faites 300 foyers, c'est rentable. Quand vous faites 100 mètres de câble à Crécy-sur-Serre, vous faites 3 maisons, c'est moins rentable. Donc ils n'y viennent pas. Et là, à la fin, les territoires se sont organisés dans l'Aisne, mais comme beaucoup d'autres. Ce sont des élus locaux dans des structures qui sont allés chercher les financements, et l'État mis des ronds d'ailleurs à la fin, qui ont monté ces dossiers de manière très opérationnelle, très technique. Et dans un département comme l'Aisne, vous avez aujourd'hui 80% des foyers qui sont raccordés à la fibre. Donc c'est un truc qui marche plutôt bien. Et on voit que c'est comme ça que ça doit fonctionner, l'aménagement du territoire et la décentralisation. Les élus locaux, dites-nous quelles sont les priorités, opérez les choses, et moi, État, je mets de l'argent pour vous accompagner. C'est comme ça qu'elle doit fonctionner. Et ça, cette articulation-là, elle marche plutôt bien sur le territoire. Sur la fibre optique, c'est l'exemple
qui prouve que ça fonctionne quand on fait comme ça. Donc c'est un côté confiance aux élus locaux qui savent mieux que l'État où se placent les choses. Non mais c'est intéressant parce que ça donne un peu des leçons sur d'autres sujets, je pense au Covid par exemple. Mais... Exactement, on fait confiance aux élus locaux, on vous accompagne et on met les moyens financiers. Ouais. D'accord. Une question... Et parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. Dans l'Aisne, la problématique, c'est pas la même que dans le 5e, que sur le Vieux-Port à Marseille, au fin fond de l'Ardèche. Chacun a ses priorités, chacun a ses sujets. Et qu'est-ce qui vous connecte à ça? Ce sont les élus locaux. Mais d'ailleurs, quand le gouvernement parle de nouvel acte de décentralisation, vous voyez ça d'un bon oeil? Vous pensez que le gouvernement va aller dans ce sens? Dans les mots, oui. Si je me réfère à ce qui est indiqué dans la 4D... La 4D, je précise pour ceux qui nous écoutent, c'est le nom de cette loi de décentralisation, la nouvelle loi qui est attendue. Ça ne m'a pas l'air d'aller très loin. Sans vouloir faire le mec critique, mais vous pouvez le faire. Ça ne m'a pas l'air de changer beaucoup la donne. Non, mais c'est des adaptations, ce sont des adaptations à la marge. Alors qu'est-ce qu'il faudrait changer? C'est quoi le Big Bang territorial qu'il faudrait faire? Mais le Big Bang, déjà, il faut comprendre que c'est pas... moi, je suis pas dans un truc où c'est la guerre entre les ruraux et les urbains. Okay. On vit dans un pays, c'est la France. Le but du jeu, c'est que chacun, là où il est, trouve les services qui correspondent au lieu de vie que vous choisissez. Et le fonctionnement, l'articulation, c'est ce que je vous disais, c'est contractualiser par département, que l'État contractualise par département les priorités et accompagne les choix et les priorités des élus et que l'État n'essaie pas d'appliquer les mêmes politiques partout. Mais c'est parce que l'État, il fonctionne comme ça. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'État a aménagé le territoire. Mais globalement, il fallait à peu près partout la même chose. Il fallait des services de l'État, il fallait de la route, il fallait du rail. Et donc, on a déployé partout la même chose. Et globalement, ça a marché. Sauf qu'entre-temps, il y a des territoires qui ont eu des vies différentes et les priorités, elles ont changé. D'accord. Ok. Une question de Cyanide sur la question de la mutation des filières agricoles. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, le visage de nos campagnes va radicalement changer? Alors vous parlez quoi de l'agriculture? On parle d'agriculture, la transition écologique notamment, la transition vers plus de bio, vers la gestion de la biodiversité. Est-ce qu'on est à l'aune d'une révolution agricole ou pas? L'agriculture, elle est en révolution depuis 10 ans. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Quand on parle de la pollution de l'agriculture extensive, pour faire court. Oui. Intensive, oui. Intensive, ouais. C'est 40%. Enfin, l'utilisation de produits nocifs, c'est une baisse de 40% en 10 ans. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de professions qui aient vécu ça. Et ça avance. Et ça avance dans ce sens-là. Mais il faut laisser le temps aux choses. Vous savez, quand on est sur le sujet du glyphosate ou des néonicotinoïdes, déjà, il faut voir ça de manière rationnelle. Parce que des fois, on peut mettre des images, sortir des choses qui font qu'on se braque d'un coup, mais il faut mettre un peu de rationalité là-dedans. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a acheté une voiture diesel il y a quelques mois, qui l'utilise matin et soir pour aller bosser. Vous ne pouvez pas faire une loi pour lui dire, écoute, dans 6 mois, le diesel, c'est terminé. Il va vous dire, moi, j'ai fait des prêts, j'ai des kilomètres à faire tous les jours, je fais comment? On te laisse le temps. On te laisse le temps de t'adapter. Et il faut laisser le temps à l'agriculture de le faire. Et l'agriculture, elle est vraiment en train de le faire. Chez Ferret, pardon. Est-ce que ça vous inquiète de voir le nombre d'agriculteurs diminuer d'année en année? L'agriculture vit ce qu'on a vécu dans beaucoup de métiers. Si vous voulez, pour gagner sa vie, pour faire court comme agriculteur, là où il vous fallait 100 hectares il y a quelques années, aujourd'hui il vous en faut 300, donc vous avez des phénomènes de concentration. Okay. Là où il vous fallait 50, pardon, faire de détail, mais là où il vous fallait 50 vaches laitières, il vous en faut 150 aujourd'hui pour équilibrer les choses. Donc il y a des phénomènes de concentration qui ont eu lieu dans l'agriculture. Et on n'a pas un phénomène à l'inverse de réduction de la taille des parcelles, d'une agriculture différente qui permet d'avoir un meilleur rendement? Honnêtement, je ne sais pas, hein, c'est vraiment la question que je vous pose. Non, aujourd'hui, pas plus que ça. Alors vous avez qui sont sur des exploitations beaucoup plus petites, qui partent sur des cultures extrêmement bio. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on vit d'une culture totalement bio? C'est un modèle économique qui n'est pas encore posé, hein. Déjà, il y a peu de producteurs, et malgré, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de production que de consommateurs aujourd'hui dans le bio. Donc, c'est un équilibre économique aujourd'hui pas simple à trouver. C'est du côté du consommateur, du coup, qu'il faudrait agir, en gros, en incitant considérablement à l'achat au bio pour permettre à des filières agricoles d'en vivre. Mais il faut que les gens aient le pouvoir d'achat pour pouvoir acheter du bio. C'est ça l'histoire. Quel est votre avis sur le pesticide dans le combat pour l'écologie? Vous l'avez abordé tout à l'heure la question, vous avez dit qu'il fallait donner du temps au temps. Vous pensez que les écolos veulent aller trop vite?
Moi, les écolos, il y a une galaxie des écolos. Il y en a qui sont extrêmement virulents. J'ai du mal à entendre. Déjà, il faut comprendre que l'agriculteur, c'est le premier qui est exposé à la pollution, parce que c'est lui qui utilise les produits. Donc déjà, lui, en premier lieu, je pense qu'il souhaite forcément qu'on soit sur des produits plus dans le développement durable. Mais votre question, pardon, c'était sur les écolos veulent aller trop vite. Ouais, il faut comprendre que l'agriculture, elle fait des efforts. Alors je dis pas, vous allez en trouver un ou deux ici, là, qui les font, mais vraiment, elle est dans cette dynamique-là, et donc il faut l'accompagner, il faut la soutenir, et il faut lui laisser le temps de s'organiser. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez aujourd'hui. Pensez que... Je trouve que le ministre de Normandie, depuis qu'il est arrivé, a bien compris l'équation et qu'il est plutôt là-dedans. J'ai encore du coup la même question, mais ça on l'a déjà abordé tout à l'heure sur le rôle de l'élu local dans le développement économique des territoires, et notamment dans les zones rurales. Donc non, mais ça on a déjà abordé cette question-là. Attendez, excusez-moi parce que là j'ai une question qui remonte. Oui, sur la question de l'accès au numérique des seniors, est-ce que vous pensez que l'équipement des foyers est quelque chose qui va accélérer la possibilité pour les seniors d'avoir accès au numérique et à Internet dans les territoires ruraux ? Alors, aujourd'hui, si vous êtes dans un département comme l'Aisne ou sur un territoire où je suis élu, la fibre, elle est devant chez vous. Bon, maintenant, la question, c'est est-ce que je me raccorde ? Ouais. Et la question, c'est quels sont les usages ? À quoi est-ce que ça peut me servir ? Et ça, c'est toute une action qui est menée d'ailleurs par beaucoup de collectivités, qui est de sensibilisation à l'utilisation du numérique. Donc, ça dépend quand même quel âge vous avez. Mais en tout cas, il y a tout un tas de choses, je veux dire, en termes de dépendance. Des gens qui vivent chez eux, qui ont besoin d'être aidés, quoi. Il y a tout un tas de choses que le numérique va permettre de faire pour avoir des capteurs sur un frigo. Est-ce qu'il est ouvert tous les 2-3 jours ? Enfin voilà, savoir si la personne va bien. De ce côté-là, il y a pas mal de choses à faire. Après, pour des gens qui sont un peu plus jeunes, il y a toutes des actions de sensibilisation et de formation qui sont lancées par les uns et les autres. Ok, d'accord. Et du coup, mais il faut garder. Le numérique, c'est très bien. La fibre optique, c'est très bien. Ça facilite la vie, ça permet plein de choses. Par contre, il y a tout un pan de la population, l'électronisme, qui touche quand même un certain nombre de personnes dans la population. Ces gens-là, il faut continuer à avoir des services en chair et en os, parce qu'on ne peut pas les laisser sans rien. Donc le service public et les services en général, le numérique, ok. Par contre, il faut continuer à avoir quelque chose d'humain, quoi. Qu'est-ce que vous pensez du coup des maisons France Connect, de cette idée de France Service, excusez-moi, pardon, l'idée du gouvernement de rassembler sur un guichet unique différents services publics au niveau local? Pour vous, c'est un assèchement du service public? Il faudrait au contraire avoir plus de guichets? Non, mais globalement, dans les zones rurales, les services publics ont beaucoup reculé en ruralité ces dernières années, parce que l'État ne sait plus réellement apporter le service public. Et donc, en clair, alors c'est un coup de com' génial. Ils appellent ça les maisons France Service. La vérité, c'est que ce sont des maisons qui sont payées, aménagées, des gens qui sont rémunérés par les collectivités locales. L'État met un peu de trucs à l'amorçage, mais c'est les collectivités qui gèrent et qui financièrement prennent en charge les choses. Mais alors, il y a ce transfert de charges. Donc, c'est les communes les collectivités locales qui vont assumer une charge qu'elles n'avaient pas en lieu et place de l'État. Ça, c'est la difficulté. Par contre, leur capacité à rendre un service et un service de meilleure qualité, j'en suis à peu près convaincu, sur des modèles fixes d'accueil, sur des modèles itinérants qui tournent dans les communes. C'est quelque chose qui peut apporter des services qu'il n'y avait plus en ruralité. Ok, d'accord. Mais de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne chose. Organisé et financé par les collectivités locales. J'avais une question sur la chasse qui vous est posée, puisqu'il y a quelques jours, il y a une tribune qui a été co-signée par une centaine de personnalités demandant l'abolition de la chasse à courre. Pour ou contre la chasse à courre? Alors, je n'ai jamais participé à des chasses à courre. Ouais. Je sais que pour beaucoup, c'est quelque chose de très traditionnel. Et quand ils m'en parlent, puisque j'ai eu l'occasion d'échanger avec des gens qui la pratiquent, ils en parlent avec beaucoup de... Enfin voilà, c'est quelque chose de très traditionnel. Donc j'y suis jamais allé, je connais pas. Alors j'ai vu quelques images qui sont des fois effectivement plutôt choquantes. Mais je veux pas faire celui qui répond pas, mais le jour où j'aurais compris pourquoi et comment ça se passe, je vous apporterai une réponse comme la Convention citoyenne, faut aller voir, quoi. Mais il ne faut pas juger de prime abord ce que sont les traditions et les habitudes des uns et des autres. Il faut essayer d'aller voir et de comprendre. Et c'est ce qu'il faudrait que je fasse sur ce sujet-là.
Non, mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que est-ce que vous sentez qu'en tant que sénateur, il y a un certain nombre de sujets comme ça sur lesquels vous pensez que vous manquez de billes, de compréhension et vous auriez besoin d'aller rencontrer plus de gens? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire dans le cadre de votre mandat? Mais il y a 1000 sujets comme ça. Ah ouais. Et d'ailleurs, je m'astreins, alors pas tous parce qu'on ne peut pas le faire, mais sur un certain nombre de sujets sur lesquels où je dois intervenir ou qui passent en commission, mais je m'astreins, mais je le fais avec plaisir, à prendre le téléphone ou à prendre ma voiture et aller rencontrer des gens qui sont directement concernés par les choses. Et en général, j'essaie de prendre deux sons de cloche, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt pour et quelqu'un qui est plutôt contre. Et ça vous ouvre les yeux sur pas mal, sur les sujets, quoi. Mais c'est intéressant parce que est-ce que vous pensez parce que vous êtes sénateur depuis quelques mois, est-ce que vous pensez que vous allez être amené à vous prononcer sur un nombre incalculable de textes sur des sujets très différents les uns des autres, y compris sur des sujets sur lesquels vous en savez pas grand-chose, quoi. Et on peut pas vous en vouloir, hein, c'est ce que vous dites. C'est pas un peu difficile en tant que sénateur de devoir se prononcer sur des textes comme ça tous les jours? Ah mais il y a une partie qui est frustrante. Hein. Ah ouais. Moi, je me suis exprimé hier sur l'adaptation du marché du courtage en assurance. Bon voilà, enfin à la base c'est pas le sujet. Vous avez un tout petit peu travaillé dans ouais, mais c'est pas vous savez ce que ça veut dire. C'est pas le truc que je maîtrise le mieux, c'est pas forcément le truc que je lis tous les soirs, c'est pas forcément le truc qui me passionne le plus. Comprends. Bon, non mais il y a beaucoup de sujets et on peut pas tous les maîtriser. Et c'est le grand reproche qui est fait de dire on voit pas grand monde dans l'hémicycle, mais c'est parce que vous êtes obligé un brin de vous spécialiser ou de vous attaquer à certains sujets plus qu'à d'autres. Et vous pouvez pas avoir la connaissance de tout. Voilà. Et le nombre de sujets qui passent, il est extrêmement important. Et comment vous avez décidé, vous, votre spécialisation? Ça s'est passé comment Oh, mais moi je suis assez simple, hein, je le fais à l'envie. Hein. L'aménagement du territoire, c'est la commission où je suis rentré parce que c'est des sujets qui concernent plus directement la ruralité. Après, il y a des sujets qui passent. Moi, par exemple, tout ce qui concerne l'audiovisuel, les GAFA, c'est des sujets qui m'intéressent. Parce que je lis là-dessus, je regarde des reportages là-dessus. Et quand ça passe, je m'y intéresse, je participe au débat, etc. Mais je fais à l'envie. Non, mais écoutez, vous avez bien raison, il ne faut pas se forcer. Bah, ouais. Vous connaissiez Twitch ou pas? Je connaissais Twitch, mais je n'étais jamais allé sur Twitch. J'ai lu des articles sur Twitch. Ouais. J'ai déjà téléchargé Twitch, ça m'a l'air pas simple de s'inscrire d'ailleurs. Et il y a sûrement un truc plus. Je travaille pas pour eux, j'en sais rien. Ouais, je connaissais le principe, mais non, j'étais pas utilisateur. Ok. Bon, vous le deviendrez peut-être. En tout cas, vous avez dit que les sujets sur ici, je m'abonne à la chaîne Jean Bassier, matin, midi, soir. Merci, vous avez bien raison. Mais du coup, les sujets audiovisuels vous intéressent. Vous voyez aussi des mutations dans ce secteur-là. Vous voyez que les choses bougent. C'est des sujets sur lesquels vous avez envie de travailler au Sénat? Ouais, au Sénat et peut-être même, oui, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup parce que derrière ça, il y a énormément de choses. Le modèle qu'on connaît aujourd'hui de l'audiovisuel, alors au-delà, d'ailleurs c'est tout un secteur économique, il faut voir la production de téléfilms, d'émissions de télé, de gens que ça fait vivre, il faut voir derrière le financement du cinéma, il faut voir derrière le financement du sport, il y a un modèle économique qui est extrêmement important pour la société française. Et qui est un peu ravagé en ce moment par ailleurs. Et qui est qui est en tout cas extrêmement remis en cause par de nouveaux modes de consommation, les Netflix, les Amazon, les fameuses plateformes. Alors c'est toujours pareil, hein, on peut dire c'est pas bien, mais c'est comme ça. Donc il faut revoir les choses déjà en termes de législation, c'est-à-dire que ces chaînes de télévision, ces modèles, ils ont pas des boulets aux pieds, mais une réglementation assez contraignante. Ils payent leurs impôts en France, et d'autres, ils payent pas d'impôts, quasiment pas d'impôts, et réglementation zéro. Ça peut juste sur un plan réglementaire pas du tout fonctionner comme ça. Et c'est pareil, sur l'orientation des financements, il faut revoir les choses. Mais on joue beaucoup de choses derrière ça. Absolument. Y compris en termes de souveraineté du pays, de la souveraineté culturelle. La France, c'est pas rien en termes de culture. Non, mais il faut aller sur les, je veux pas de pub, mais il faut aller sur les plateformes, pour se rendre compte de la diversité de ce qui se fait dans ce pays en termes de séries, c'est un secteur économique et c'est une vraie identité française. Faut se battre pour ça. Mais vous avez raison, ça soulève des sujets absolument passionnants. Vous savez, la plateforme Twitch, par exemple, appartient à Amazon. D'accord. Voilà, il y a une production française, ici on est un studio de production d'émissions Twitch, etc. Donc il y a quand même un savoir-faire français, mais pour autant c'est une plateforme qui appartient à Amazon, donc c'est vrai que ça pose des questions de souveraineté, ça pose des questions loin d'être négligeables. Mais c'est intéressant en tout cas que des sénateurs s'intéressent à ces mutations et vous avez parfaitement raison. Donc là à suivre aussi, j'espère vous réinterroger dans les années qui viennent. C'est vraiment quelque chose sur lequel je vais passer du temps. Chouette. J'ai des dernières questions à vous poser, on arrive bientôt à la fin de cette émission sur plus spécifiquement le Covid, l'autre grand sujet de l'année qui vient de s'écouler. Est-ce que vous commencez à en voir la fin du Covid? Vous pensez que l'été va se passer comment?
Non, mais j'en sais rien. Non, mais comme Malheureusement. comme tout Français, j'ai une version, j'y crois, tout ça, quand on en parle, mais je sais pas. J'ose espérer, mais voilà, j'ose espérer que les vaccins arrivent, enfin en tout cas en masse, enfin. J'ai beaucoup de mal à croire l'objectif des 50 millions là, dans quelques mois, mais bon, enfin que ça arrive le plus vite possible et qu'on puisse au maximum reprendre une existence normale. Quoi. Ouais. Disant ça, Beaucoup j'invente d'élus locaux ont critiqué les relations difficiles avec les services de l'État dans la gestion du Covid d'une manière générale. Aujourd'hui, c'est la vaccination, hier, c'était les tests. Vous, sur le terrain, dans l'Aisne, ça s'est passé comment avec l'Agence régionale de santé, avec le préfet? Jean Castex nous parlait du couple maire-préfet. Ça s'est passé comment? Mais alors déjà, tout ça s'incarne dans des femmes ou dans des hommes. Hein. D'où ma question. C'est déjà le premier sujet. Mais le problème de l'État, de l'ARS, c'est pas la volonté des uns et des autres de bien faire. C'est que c'est un peu le triangle des Bermudes. C'est qu'on sait pas bien, on comprend pas bien qui décide, qui a la main, qui a l'information, qui ne l'a pas. Et c'est ça la difficulté, parce que avoir un échange, vous l'avez, hein, mais quand on ne sait pas vous répondre ou qu'on demande à monsieur X, qui X lui-même ne sait pas, qui doit en référer à Y, c'est ça la difficulté. Et dans le terme dont on parlait de la décentralisation, moi je suis pour renforcer le pouvoir des préfets. Que tout ce qui concerne les actions départementales et le relais de l'État soit dans la main des préfets. Vous avez quelqu'un qui est là, qui sur tous les sujets, enfin tous, une grande partie des sujets, peut vous dire oui, non, pourquoi, c'est comment, c'est pourquoi. On gagnerait beaucoup en termes de rapidité dans l'agence avec l'État. Ah, vous voulez dire augmenter les pouvoirs du préfet par rapport à l'État central? C'est-à-dire que le préfet arrête d'attendre des ordres de Paris? Par rapport à l'État central, qu'il ait la main sur l'ARS, qu'il ait la main sur les services culturels, qu'il ait... Voilà. Et l'idée que, par exemple, que les ARS, puisqu'on parle beaucoup d'elles dans le cadre de lutte contre le Covid, soient placées sur la responsabilité des conseils régionaux, vous y êtes favorable ou pas? Les conseils régionaux. Oui, il y a l'idée qu'il y a une compétence sanitaire confiée aux conseils régionaux. La santé, c'est quelque chose qui relève de l'État, parce qu'il y a une vision nationale et que chaque Français, alors même si ce n'est pas la réalité, mais on tend à avoir le même accès aux soins, ça me paraît... Non, pour moi, c'est une action qui doit rester étatique, mais qui, par contre, doit, à l'échelle départementale, être sous l'autorité des préfets ou à l'échelle régionale. Ouais. Une question d'Amadeus qui vous demande, est-ce que, en tant que maire, vous vous êtes senti impuissant face à la gestion de la crise du Covid? Parce qu'on a eu l'impression on a vu des maires face caméra expliquer qu'on n'en peut plus, on voit les gens qui n'y arrivent pas, on voit les gens qui aimeraient bien se faire tester, avoir des masques, demain avoir des vaccins. Est-ce que vous sentez que les maires manquent de capacité d'action? Mais après, ce sont des caractères et c'est comment on voit les choses. Vous avez ceux qui regardent leur pompe, qui pleurent en disant j'ai pas de chance, ça va pas. Bon, alors déjà, moi, vous êtes sûr d'un truc, c'est que ça n'ira pas. Ça, vous êtes tranquille. Et quand les choses, vous savez vraiment que c'était pas simple. Évidemment qu'il y avait tout le sujet sur les masques, sur tout ça. Mais j'ai plutôt tendance à essayer de voir le verre à moitié plein et à essayer de résoudre les choses. Quand quelqu'un est malade, si vous allez le voir et vous dites vraiment t'as pas l'air d'aller bien, vous n'allez pas l'aider. Il faut plutôt essayer de positiver le truc. Donc il ne s'agit pas d'être BA, il ne s'agit pas de regarder les étoiles en permanence. C'est ce qu'on pourrait vous reprocher. Il s'agit de regarder la réalité. Ouais, mais il faut regarder la réalité et il faut essayer de tirer de l'énergie pour ça. Donc oui, il y a eu des moments difficiles. C'était pas toujours simple, mais globalement, on a les uns les autres essayé de faire le maximum et puis les citoyens s'en sont rendus compte. Merci beaucoup. Pierre-Jean Verzelen, on a déjà fini. Ça va vite, 20 minutes. Ouais. Bienvenue sur Twitch. Bonjour, merci à vous surtout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission. Merci Pierre-Jean Verzelen d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Vous pourrez nous retrouver sur Public Sénat, le canal 13 de la TNT. Passez une bonne fin de journée, à la semaine prochaine. Ciao.